À 7h14, ils arrivent, les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Ils sont là, nos experts. Alex Taylor pour l'Europe, Axel de Tarlé pour l'éco, Antonin André pour la politique et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour. Axel de Tarlé, investissement record dans les énergies vertes en 2015 et c'est la Chine qui arrive largement en tête. Et oui, quand on dit énergie propre, on ne pense pas forcément à la Chine. On a tort. Les Chinois ont investi l'an dernier en éolien et en solaire pour 110 milliards de dollars. C'est autant que l'Europe et les États-Unis réunis. Ah oui. Il faut savoir qu'en tout dans le monde, l'an dernier, toujours en éolien et en solaire, on a installé 120 gigawatts. 120 gigawatts, c'est 120 réacteurs nucléaires. Donc vous voyez, pour vous montrer la puissance en ce moment, le courant des énergies vertes. Alors ce qui est intéressant dans cette étude qui a été réalisée par Bloomberg, c'est qu'elle est prospective. Et elle nous dit quel sera le monde en 2040. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'électricité est très sale. C'est combien l'éolien aujourd'hui ? C'est 2% d'électricité. Ouais. Notre électricité aujourd'hui dans le monde est très sale. Mais en 2040, ce sera complètement inversé. Au rythme où vont les choses, 57% de l'électricité mondiale produite sera propre, notamment portée par l'énergie solaire, par le solaire. C'est ce que disait Anne Le Gall l'autre jour, c'est l'énergie qui a une dynamique très forte en ce moment, le solaire, parce qu'on est dans la même logique que l'informatique, vous savez, c'est où la puissance double tous les 18 mois. Il y a cette dynamique très forte. Donc on est en train de décarboner l'électricité, ce qui est très réjouissant. Parce sur que ces 57% d'énergie propre dans 25 ans, il y en aura quel pourcentage pour le solaire ? Alors le solaire, ça va représenter 26%. Donc, la moitié. Un quart, voilà. Donc contre 2% aujourd'hui. Puis il y aura l'éolien aussi qui va représenter 14%. Si vous voyez, ça va énormément monter. Et c'est réjouissant parce que d'ici 2040, la demande d'électricité dans le monde sera multipliée par 2,5. Et heureusement, les émissions de CO2 ne vont pas être multipliées par 2,5. Elles vont rester stables. Alors vous me direz, c'est pas génial. À condition mais de ne pas laisser tourner son moteur Renault. Voilà. Donc vous voyez, tout ça pour dire, vive le progrès, vive le solaire. Voilà, donc c'est une belle perspective. Ça fait du bien de temps en temps le matin quand on parle environnement. Antonin André, la politique. Le Front National est ressorti des dernières régionales avec un sentiment de déception. Aucune région gagnée. La fameuse barre des 50% qui lui résiste encore. Et en cette rentrée, Marine Le Pen a quasiment disparu, Antonin. Oui, Marine Le Pen, figurez-vous, Thomas, s'est replongée dans ses classiques. Elle cherche l'inspiration. Vous savez qui sont ces classiques ? Elisabeth Badinter et Simone de Beauvoir. Alors c'est un peu surprenant, oui. C'est l'auteur de Deuxième Sexe, voilà, l'écrivain phare du féminisme. Marine Le Pen a pris la plume ces jours-ci pour une tribune écrite, dit-elle, en femme libre, comprenez pas en tant que présidente du FN, pour défendre les femmes après les agressions sexuelles à Cologne la nuit du Nouvel An. Et dans ce texte, elle se réfère à Simone de Beauvoir, de quoi faire bondir les sympathisants d'extrême droite, les tradis. C'est un peu ce que recherche Marine Le Pen aujourd'hui. Elle veut rompre avec le Front National. Son analyse, c'est que la campagne de la peur menée par ses adversaires fonctionne toujours et l'enferme dans les vieux habits d'extrême droite, dans une forme de caricature qui la ramène à son père. Elle veut donc mettre le parti à distance. C'est la suite de la dédiabolisation en quelque sorte. Elle veut dépasser le cadre de son parti, on peut la comprendre pour être un jour présidente, mais quid du FN et notamment de son changement de nom. Marine Le Pen elle-même l'a évoqué, mais c'est sérieux, c'est un tournant. Ce sera tout ou rien, c'est-à-dire une révolution ou un gadget. On se souvient que Gianfranco Fini, en Italie, le leader nationaliste, avait changé le nom du parti d'extrême droite, le mouvement social italien, qui est devenu l'Alliance nationale. Mais il n'a pas fait que ça. Derrière le changement de marque, il a renoncé au fascisme, il a recentré son discours vers la droite modérée, ce qui lui a permis de nouer des alliances, de s'installer comme un parti de gouvernement. Le changement de nom du FN... Qui n'a pas le même passé non plus, et la même histoire que le Messie. Mais néanmoins, le changement de nom du FN n'aura de sens que si c'est un vrai aggiornamento. Ça veut dire abandonner ou détailler la sortie de l'euro, qui reste un handicap pour lui. Ça, c'est bloquant pour beaucoup d'électeurs. C'est bloquant notamment pour les personnes âgées et les CSP+. Changement de monnaie, ça fait peur. Ou alors, il faut la détailler, l'expliquer, faire de la pédagogie. Il faudra aussi trancher entre une ligne libérale, compatible avec l'électorat de droite, et une ligne protectionniste, étatiste, qui est plus à gauche. Donc si changer le nom du Front National, ça correspond effectivement à une refonte de son programme, oui, ce sera un tournant. Si c'est juste changer la marque, comme on l'a fait entre l'UMP et les Républicains, alors ça ne trompera personne et ça ne rapportera donc aucun électeur nouveau. Le marketing n'est plus aussi efficace qu'avant en politique aujourd'hui, Antonin André. Ça ne suffit plus en tout cas. On va en Grèce avec vous, Alex Taylor. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la Grèce, et pourtant. Oui. Rappelez-vous, les 6 premiers mois de l'année dernière, c'était la Grèce, la une tous les jours. Depuis, il y a eu des migrants. Donc la dette grecque est devenue un peu moins sexy, comme on dit dans les rédactions. Ça va le redevenir depuis hier. Le nœud du problème, c'est le rapport entre la Grèce et le FMI. Fonds monétaire international. Voilà. Alors, si vous dites FMI à un grec, il crache. Le mois dernier, Alexis Tsipras affirmait même haut et fort que son pays n'avait plus besoin de leur argent.
juste celui des Européens, dans la troisième tranche d'aide. Hier, les ministres des Finances de l'Eurozone se sont donc réunis à Bruxelles. C'est acté donc, on réimpose le FMI aux Grecs. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a Angela Merkel. Beaucoup de ses propres députés trouvent que Bruxelles est trop mou avec Athènes et Berlin est seulement rassuré lorsque Christine Lagarde joue la dominatrix depuis Washington. Christine Lagarde, la patronne du FMI. Alors ça dit, on peut critiquer les Grecs, mais il faut quand même bien dire que le FMI joue quand même un rôle ambigu. Oui, comme toujours dans les jeux SM, Thomas, c'est un peu, je t'aime moi non plus, je ne sais pas comment on dit en grec, mais en tout cas, c'est la carotte et le bâton. Le FMI insiste auprès des Européens pour qu'ils allègent la dette grecque, tout en refusant d'envisager la moindre diminution de ce que les Grecs doivent au FMI. Donc les eurocrates, il faut savoir, arrivent lundi à Athènes pour ce qu'ils appellent une revue des réformes menées depuis cet été. Ça va être un peu chaud. Et puis Tsipras, il faut savoir aussi, doit rencontrer Lagarde à Davos la semaine prochaine, rencontre dont on peut supposer que ça sera suffisamment hot pour faire fondre même la neige des Alpes en Suisse. Déjà, Alexis Tsipras, Syriza à Davos, c'est quand même Axel de Tarlé, c'est quand même déjà un casting assez... On est pas prêt de voir Mélenchon à Davos. Allez savoir. Allez savoir. Il y aura Manuel Valls, je crois, Antonin André à Davos cette semaine. Manuel Valls va à Davos, absolument. On va innover tout de suite avec vous, Anne Le Gall. Et ce matin, Anne, vous nous dites que les progrès en termes de sécurité passent de plus en plus par du piratage participatif. Qu'est-ce que c'est donc que le piratage participatif ? On avait le financement participatif aussi. Le piratage participatif, ça consiste à demander à des anonymes, alors bien calés en informatique, bien sûr, de pirater volontairement un système pour en détecter les failles. Donc les entreprises high-tech comme Microsoft, Apple, Google ont pris l'habitude depuis quelques années d'organiser ces concours de piratage informatique. Mais la nouveauté, c'est que de plus en plus d'entreprises traditionnelles s'y mettent aussi. Dernier exemple en date, c'est General Motors qui a lancé cette semaine un appel à pirater ses voitures. Alors, pas de récompense ici pour appel à pirater ses propres voitures. Voilà. C'est un crash test, on appelle ça dans le monde des banques, non, c'est ça ? Voilà, mais là, c'est l'informatique. Alors ici, pour General Motors, il n'y aura pas de prime pour celui qui découvre une faille éventuelle. C'est un peu un concours pour la gloire, mais son concurrent Tesla a proposé l'année dernière des primes de $1 500 aux découvreurs de bugs. United Airlines a distribué près de 2 millions de miles à des informaticiens ayant réussi aussi à pirater leur réseau. Donc il y a ça correspond à plusieurs vols gratuits Paris-New York. Dans le jargon, on appelle ça le business du bug bounty. Je dis ça sous le contrôle d'Alex Taylor. Le business de la prime au bug. Mais c'est pas dangereux ce genre de concours, Anne, c'est quand même un appel à la malveillance en quelque sorte. Alors, ce n'est pas dangereux parce que pour gagner la prime, il faut travailler dans le cadre d'un périmètre de sécurité bien précis. Et donc finalement, c'est une façon très efficace de mobiliser rapidement des centaines de spécialistes internationaux pour prévenir des sabotages malveillants. Sabotages qui de toute façon nous menacent de plus en plus avec la multiplication des mails, des téléphones et puis des objets connectés. Voilà donc pour cette innovation assez étonnante quand même. Je sais pas ce que vous en pensez là, non ? Piratage participatif. On n'a pas de pirates dans les experts, visiblement c'est que des gens qui sont très, très réglo. Allez, vous revenez lundi matin à 7h15, les experts d'Europe 1. Bon week-end. Bon week-end.